Expression libre. Expression libre. Découvrez l'eau primaire sur Radio Libre. Bonjour chers auditeurs, aujourd'hui nous accueillons une invitée qui va nous parler d'une thématique très importante et très surprenante, aussi un thème que j'ai découvert alors que je pensais déjà tout connaître sur les alternatives et puis et l'environnement et les choses qui touchent aussi à la géologie. Là j'ai eu la surprise de tomber sur un thème qui est fascinant, qui s'appelle l'eau primaire. Et qui s'ancre aussi dans cette question de l'eau. On parle beaucoup de l'eau, de cette future éventuelle crise de l'eau. Et là, on accueille Marie Eshaghi. Bonjour Marie. Bonjour Charlie, merci de m'accueillir. Merci à toi d'avoir accepté cette invitation. Le concept que tu développes, je crois qu'en Europe carrément, vient des États-Unis. Puis il faut peut-être expliquer pour les auditeurs qu'est-ce que c'est que l'eau primaire. Parce qu'en fait, apparemment, tout le monde la connaît, mais pas sous cette dénomination-là. Alors, peut-être que tu vas nous expliquer ça d'abord. Oui, alors je vais commencer par expliquer donc la géologie, le modèle géologique, parce qu'il faut savoir qu'il y a l'eau de surface, et c'est de cette eau qu'on parle en général, c'est du cycle de l'eau de surface qu'on parle à l'école, c'est ça qu'on apprend en général. On peut dire que c'est le cycle de l'eau conventionnelle, le cycle conventionnel de l'eau. Et ça, c'est les précipitations, la pluie qui fait qu'il y a de l'eau accessible à nous, ça va irriguer les champs, voilà, l'eau de pluie qu'on connaît tous, on va la consommer, on va la rejeter par nos organismes, en allant aux toilettes notamment, et cette eau va repartir dans le cycle d'eau de surface. Et d'ailleurs, c'est cette eau dont il manque lorsqu'il y a des sécheresses. Ensuite, il y a le deuxième cycle de l'eau, on peut dire le deuxième réservoir d'eau, le deuxième système d'eau, qui est le système de l'eau primaire. Et l'eau primaire, elle est générée dans le sous-sol, donc elle est produite en permanence dans le sous-sol, à des kilomètres de profondeur sous la terre. Ça peut être moins profond. Et il y a des grands réservoirs d'eau à plusieurs kilomètres, voire centaines de kilomètres sous la croûte terrestre, sous la surface de la Terre. Et des estimations ont été faites par des scientifiques qui disent qu'il y a... donc si on prend toute la quantité de l'eau en surface, on inclut les océans, les lacs, les mers, on multiplie cette quantité d'eau par 5, là, on a la quantité d'eau qu'il y a vraiment dans les grandes profondeurs de la Terre. Et c'est ça l'eau primaire. Et l'eau primaire, elle va remonter à la surface de la Terre naturellement par des fissures. Lorsque la Terre bouge, ça fait des fissures dans la roche. Et c'est ça, en fait, qui va faire qu'il y a des sources naturelles. Et le modèle géologique de l'eau primaire explique que c'est lorsque le sol bouge, donc il y a de la friction, ça va chauffer très vite, et l'eau qui est dans les fissures de la roche va s'évaporer, et du coup il y aura une énorme expansion, et du coup l'eau elle va devoir remonter par le chemin de moindre résistance. Et c'est par cette poussée de la vapeur d'eau que la croûte terrestre va aussi se déformer et qu'il y aura des collines. Et c'est ça qui explique que les sources naturelles se trouvent en général en altitude. Il y a plus de sources naturelles en altitude que dans les vallées. Et d'ailleurs, on sait très bien que ce qui sort des volcans, c'est essentiellement de la vapeur d'eau. Les geysers, c'est de la vapeur d'eau. Donc ça, ce sont des manifestations de l'eau primaire qui remontent, là en l'occurrence sous forme de vapeur. Mais les sources naturelles, c'est aussi de l'eau primaire. Enfin, il y a certaines sources naturelles qui sont des sources d'eau primaire. Et on les reconnaît parce que leur débit ne va pas dépendre de la météo. Merci beaucoup. Et là, donc, ça remet un peu en question cette croyance qu'on a, cette vision qu'on a qu'il pleut, ça alimente les nappes phréatiques. En préparant l'émission, tu avais parlé aussi, il y a des endroits sur Terre où la présence d'eau en grande quantité est inexplicable, n'est explicable que par ce modèle-là. Je pense que tu parlais aussi du désert, des oasis, par exemple. Peut-être tu as d'autres exemples à nous présenter. Puis peut-être, parle-nous aussi, est-ce qu'il y a une différence de qualité d'eau? Et puis, on peut parler aussi d'exemples concrets peut-être d'eau primaire, de lacs qui se sont formés.
Bien sûr. Alors, c'est vrai que la pluie va alimenter les nappes phréatiques, mais les nappes phréatiques se trouvent, en surface. Enfin, relativement en surface. Il y a certaines nappes phréatiques qui sont très, très, profondes, enfin qui vont, à quelques centaines de mètres de profondeur. Mais les nappes phréatiques effectivement, pardon, sont essentiellement alimentées par l'eau de surface. Heu, L'eau primaire, elle va remonter en général de façon plutôt verticale et elle remonte vraiment des profondeurs de la terre. On le voit, lorsqu'on fait les explorations, sur des terrains, avec nos instruments et avec nos logiciels. On arrive à faire des cartographies de sections du sous-sol où on voit, enfin en général on sonde jusqu'à 400 mètres de profondeur et on voit très clairement quelle est la structure du sous-sol et on voit certaines structures verticales euh, qui sont, enfin, lorsque ces structures verticales sont des structures perméables verticales, et lorsque ces structures perméables verticales, donc perméables qui peuvent contenir de l'eau, lorsqu'elles se trouvent au même endroit que des chutes de valeurs de rayonnement gamma qu'on détecte avec notre autre instrument de mesure d'exploration, alors ça indique que cette structure perméable contient de l'eau et que ce n'est pas une structure sèche. Maintenant, explique-nous, ben, quelle est ta formation et puis quel est le lien justement de ta formation avec ce que tu fais maintenant? Moi, j'ai fait des études de physique appliquée, donc je suis physicienne et j'ai fait une spécialisation de acoustique technique qui s'appelle aussi son et vibration. Et le lien avec ce que je fais aujourd'hui, alors lors de mon projet de fin d'études que j'ai fait chez Airbus dans le centre de recherche, j'ai travaillé donc sur l'insonorisation des cabines, mais les équations et les modèles que j'utilisais avaient été développés pour l'exploration pétrolière. Et c'est ainsi que lorsque j'ai eu connaissance, j'ai commencé à lire sur l'eau primaire et j'ai compris que c'est lié à la géologie. J'ai tout de suite compris que l'exploration serait basée sur les mêmes modèles que ce que j'ai utilisé en 2003 lorsque j'ai fait mon projet de fin d'études. Voilà. Enfin, ça a été comme une révélation pour moi parce que je me suis dit, c'est génial, c'est comme si j'avais été préparée, sans le savoir, à faire ces explorations pour trouver de l'eau. Et ça donnait en rétroactif un autre sens à mon projet de fin d'études. Donc on a compris que vous allez sur le terrain avec, une équipe, pour explorer, ce genre de puits. Donc, vous avez déjà découvert, quelques réserves, quelques sources, de cette manière et puis dans quel pays, dans quel endroit? Alors aux États-Unis, parce que je travaille avec une société américaine qui a mis au point une méthodologie d'exploration d'eau, et notamment d'eau primaire. Et cette société, elle localise l'eau primaire depuis plus de 10 ans. Elle a commencé aux États-Unis, mais elle a des antennes un peu partout dans le monde, avec des résultats phénoménaux. C'est-à-dire que on arrive vraiment à localiser à 2 mètres près où il faut forer. Enfin, nous, on dit, voilà, il faut forer ici, on plante un piquet dans le sol, et du coup, le foreur, quand il arrive, il sait exactement où faire le forage. On peut aussi dire à combien de mètres de profondeur on s'attend à ce qu'il y ait de l'eau, et nos prédictions concourent avec ce que trouve le foreur. Euh, oui, il y a un grand nombre de puits qui ont été réalisés comme ça, avec un débit important, avec une eau vraiment de qualité, souvent potable directement. Et les potentiels, c'est plutôt justement comme tu disais avant dans des régions vallonnées où il y a des montagnes ou bien dans des zones plates, dans des plaines, ça on peut aussi en trouver? On peut en trouver partout. Euh, la raison pour laquelle le potentiel, enfin disons que en altitude, il y a de plus fortes chances de pouvoir y accéder à de moindres profondeurs. C'est-à-dire que en vallée,
on va peut-être devoir forer 150 mètres. Alors qu'en altitude, il suffira peut-être de 50 mètres de forage. Mais après, on ne sait jamais, parce que bon, la géologie, il y a aussi des sources naturelles dans les vallées. Mais c'est pour ça que c'est hyper important vraiment de sonder tout le terrain et pour arriver à repérer le point où il faut le moins de profondeur de forage pour accéder à cette eau. Et après, c'est à la personne qui va forer de, de décider selon ses critères. Est-ce qu'il faut forer plus profondément pour avoir un plus grand débit, ou est-ce qu'un faible débit lui suffit pour ses besoins, et du coup il n'aura pas besoin, et peut-être qu'on aura trouvé un point sur son terrain où il suffit de forer moins profondément pour un débit moins important, mais qui va lui suffire, hein. Mais tout ça, c'est des choses qu'avec notre méthodologie, on arrive à présenter. Et comme ça, on peut faire une décision éclairée lorsqu'on fait venir le foreur. Et on fait rien, on fait pas à l'aveugle. Et l'activité, en fait, en France, elle démarre, hein. Je pense que ça fait une année que tu as commencé à être active là, dans ce domaine-là. Et Oui, oui, est-ce qu'il y a déjà eu des exactement. contacts avec, avec des collectivités publiques, qui cherchent justement à augmenter leur potentiel en eau? Alors, j'ai essayé de contacter certaines collectivités, mais j'ai pas eu de réponse jusqu'à présent. Heu, pour l'instant, ce sont des particuliers qui ont fait appel à moi pour localiser de l'eau primaire sur leur terrain, et heu et chaque fois, on a trouvé des endroits vraiment avec un énorme potentiel. La difficulté en France, c'est de trouver un foreur. Mais je crois que dans les prochaines semaines, il y aura le premier forage qui va être fait pour l'eau primaire. Mais oui, on a déjà fait, je crois que je suis à 5 explorations jusqu'à présent en France. Alors qu'aux États-Unis, ils en font peut-être 5, voire 10 par mois. Il y a aussi une équipe en Australie qui, utilise la même méthodologie depuis plusieurs années déjà, et qui ont réussi à redonner de l'eau abondante et de bonne qualité à des agriculteurs qui souffraient vraiment de sécheresse depuis plusieurs années. Et après, je peux aussi citer le Kenya, l'Afrique du Sud, le Népal, la Thaïlande, le Vietnam. Euh, ouais, il y a des antennes vraiment dans de nombreux pays du monde depuis 10 ans. Alors que l'eau primaire, hein, on connaît son existence, on connaît la géologie de l'eau primaire depuis plus de 100 ans. Et il y a un certain nombre d'études de cas qui ont été documentées depuis dans un livre qui date de 1960, qui a été écrit par Salzman, et qui décrit comment, notamment Stéphane Ries, qui est un des pionniers historiques de l'eau primaire, allait localiser l'eau primaire et réaliser des puits. Et puis c'est vrai qu'on trouve aussi des exemples sur ces, sites qui avaient été forés, par les précurseurs, les pionniers américains, hein. Je crois aussi, dans le désert du Negev, donc c'est vraiment toute une palette de potentielles, utilisations. Est-ce que quelle est ta vision là pour les prochaines années? Comment tu vas pouvoir développer ça, voilà, parce que tu es absolument convaincu du système. Explique-nous un peu, qu'est-ce que tu vois à Oh, enfin, je l'avenir? suis convaincue parce que je constate que ça marche. C'est aussi simple que ça. C'est vraiment de la science appliquée, et, on continue à faire des explorations, on continue à avoir des clients parce que voilà, c'est un concept qui a été vraiment prouvé. Donc pour les prochaines années, je souhaite, moi, ma mission telle que je vois, c'est de donner accès à une eau de bonne qualité à ceux qui en ont besoin. Voilà, c'est aussi simple que ça. Parce que l'eau, c'est quand même forcément lié à la vie. Explique-nous, il y a un lac près de chez toi où tu vas te baigner et explique-nous peut-être son histoire, à ce lac, parce que c'est aussi particulier. Oui, alors c'est le lac de Guiche. Euh, Ce lac, il y a des écriteaux qui disent que c'est un lac d'eau de source.
J'y allais déjà avant d'avoir connaissance de l'eau primaire et je comprenais pas d'où venait cette eau. J'essayais de regarder où étaient les sources sur les rives du lac. Je les voyais pas. Bon, je comprenais pas, ça me questionnait. Et puis j'ai eu connaissance de l'eau primaire. Et là tout de suite je me suis dit que le lac de Guiche, à mon avis, c'est de l'eau primaire. Et si je vois pas d'où provient l'eau, c'est qu'elle vient du sous-sol, c'est qu'elle vient du sol du lac. Et elle jaillit, le lac est alimenté par en bas en fait, et donc pas par les eaux de surface. Et puis j'ai discuté avec un vieux monsieur qui me disait, donc qui habite à Guiche depuis toujours, et il me disait qu'il avait travaillé dans la carrière de Guiche. Et c'est là que j'ai su que avant que ce soit un lac, c'était une carrière. Et il me racontait que tous les ans, il y avait des petites fuites d'eau. Quand il continuait à creuser, à exploiter la carrière, il y avait des fuites d'eau, donc voilà, il a pompé. Ils arrivaient à faire en sorte que l'eau ne gêne pas l'exploitation. Et puis un jour, l'eau a jailli tellement fortement que là, ils n'ont c'était impossible de continuer l'exploitation de la carrière parce qu'ils n'arrivaient plus à pomper toute l'eau qui jaillissait du fond de la carrière. Et en 1 an, ce lac s'est rempli d'eau. Et pour moi, c'était évident que, bon, ok, ils ont creusé jusqu'à toucher une remontée d'eau primaire, et ça devait être une remontée importante, voilà. Donc, et puis, en discutant avec ceux qui gèrent le lac aujourd'hui, ils expliquent que le lac, il se remplit continuellement, et c'est pour ça qu'ils ont été obligés d'aménager je sais plus le mot en tête, mais enfin un système pour faire évacuer le trop-plein. Et la qualité de l'eau, je crois, est assez pure, hein? Oui, elle est très pure. Ouais, ouais. Je l'ai analysée et ouais, c'est une très, très bonne eau. Elle contient très peu de résidus à sac. Heu, Elle n'a pas de contaminants, il y a pas de nitrites, pas de nitrates qui sont, en général, c'est un des marqueurs de l'eau primaire, hein, c'est qu'il y a pas de nitrites, pas de nitrates, parce que ce sont des déchets de l'exploitation agricole, enfin, et ce sont des éléments chimiques qu'on retrouve dans la quasi-totalité des eaux de surface. Et oui, c'est une eau très très pure. Et puis après, bon, ça c'est vraiment l'analyse chimique dit que c'est une eau très pure. En se baignant dedans, on le sent aussi. On le sent. Enfin, c'est une eau qui fait énormément de bien. Magnifique. Je crois qu'on a très bien expliqué, le concept. On va peut-être répéter, est-ce que toi, tu as une newsletter sur ton site, à laquelle les gens peuvent s'abonner pour être, informés, des nouvelles sources? Vous avez ça? Bien sûr, D'accord. ouais, on a une newsletter où voilà, je diffuse de l'information sur le primaire, nos avancées, ce qui se fait, de l'information aussi sur la science de l'eau primaire. Et puis, je poste aussi parfois des podcasts là-dessus. Donc, ouais, effectivement, j'invite tout le monde à s'abonner à la newsletter. Donc, c'est sur auprimaire.com. Dans le bas de page, on peut s'abonner à la newsletter. Un grand merci Marie d'avoir été là aujourd'hui et puis d'avoir expliqué ça. On va sûrement t'accueillir à nouveau, dans quelques temps quand vous aurez trouvé des sources, hein. Je crois aussi que tu explores du côté d'Évian, hein, du côté donc pas très loin de la Suisse. Ouais. Donc je crois qu'il y a vraiment du potentiel aussi par chez nous. Merci encore et puis une belle journée à toi. Absolument. Merci beaucoup à toi, Charlie. Belle journée également. À bientôt. Vous souhaitez soutenir une information indépendante et engagée? N'hésitez pas à contribuer à notre projet radiolibre.ch. Merci.